À 24 ans, une première fissure apparaît dans le ciel militaire burkinabé quand une femme prend place aux commandes d'un avion de chasse et transforme un symbole longtemps verrouillé. Ce fait individuel surgit dans un pays traversé par une recomposition sécuritaire et institutionnelle où les attentes sociales se heurtent aux réalités opérationnelles sous la transition incarnée par Ibrahim Traoré. Que dit cette trajectoire sur l'ouverture réelle des carrières stratégiques, sur la place des femmes et sur le moment choisi, alors que le débat public observe aussi les décisions d'Ibrahim Traoré? Derrière l'exploit, une mutation silencieuse s'esquisse. Cette histoire ne se limite pas à un exploit personnel ni à une réussite individuelle mise en avant par les médias. Elle sert de point d'entrée pour comprendre comment une institution réputée rigide évolue lentement sous la pression combinée des besoins sécuritaires, des attentes sociales et des choix politiques récents. Dans le Burkina Faso d'aujourd'hui, marqué par des défis militaires persistants et par une transition conduite par Ibrahim Traoré, chaque symbole compte davantage qu'en période stable. L'enjeu est double. D'un côté, il s'agit de mesurer ce que cette percée féminine révèle réellement sur l'ouverture de l'armée de l'air et sur sa capacité à élargir son vivier de compétences sans affaiblir ses exigences opérationnelles. De l'autre, il faut interroger l'impact sociétal plus large. Aspiration des jeunes, rapport aux métiers scientifiques et techniques, et redéfinition progressive des rôles traditionnellement assignés. Ce récit promet donc autre chose qu'un portrait inspirant. Il permet d'évaluer un changement structurel à partir d'un cas précis en distinguant symbole, réalité et projection. La question centrale devient alors simple mais déterminante. Ce moment marque-t-il une exception remarquable ou le début d'une normalisation durable ? La mini-révélation est la suivante. Ce vol historique n'est pas le fruit d'une décision soudaine ni d'un geste politique ponctuel, mais l'aboutissement d'un parcours engagé plusieurs années avant que le Burkina Faso n'entre dans sa phase actuelle de transition. À 24 ans, après 4 années de formation aéronautique intensive à l'étranger, la pilote revient diplômée en 2023, au moment même où les forces armées cherchent à renforcer leurs capacités et leur crédibilité. Ce chevauchement temporel explique en partie la portée particulière de l'événement. Pour comprendre, il faut revenir au contexte. L'armée de l'air burkinabé a longtemps été un espace restreint, à la fois par ses moyens limités et par une culture interne fortement masculine. L'accès aux fonctions de combat y reposait sur une sélection stricte, rarement ouverte à des profils féminins, non par texte officiel, mais par inertie institutionnelle. Dans ce cadre, la réussite d'une femme ne pouvait qu'être perçue comme une anomalie. Or, depuis la reconfiguration du pouvoir et la montée en responsabilité d'Ibrahim Traoré, les forces armées sont engagées dans une logique de rationalisation et de montée en compétences. La priorité reste sécuritaire, mais la pression sur les ressources humaines devient plus visible. Former, retenir et valoriser les profils qualifiés devient un enjeu stratégique, indépendamment du genre. C'est là que le symbole rejoint la réalité. Le retour de cette pilote diplômée ne répond pas à une campagne de communication, mais à un besoin opérationnel concret. Son intégration montre que, dans certains segments techniques, la compétence commence à primer sur les représentations héritées. La question n'est donc plus seulement ce qu'elle incarne, mais ce que son parcours révèle d'un système en ajustement. Dans ce récit, la pilote devient un personnage guide, non parce qu'elle cherche à l'être, mais parce que son quotidien rend visible des transformations autrement abstraites. À son retour au Burkina Faso, son affectation dans l'escadron de chasse de Bobo Dioulasso la place immédiatement sous observation. Les attentes sont élevées, les doutes persistants et la marge d'erreur quasi inexistante. Chaque briefing, chaque entraînement, chaque vol est interprété non seulement comme une performance individuelle, mais comme un test implicite. Les premiers impacts se manifestent rapidement, à un niveau discret mais mesurable. Au sein de l'unité, les procédures ne changent pas, les exigences non plus, mais la présence d'une femme dans un rôle de combat oblige à une réévaluation tacite des certitudes. Les échanges se déplacent du terrain du scepticisme vers celui de la compétence observable. La question n'est plus de savoir si elle peut tenir, mais si elle respecte les standards opérationnels communs. En dehors de la base, l'effet est différent.
Dans les écoles militaires et les lycées, son parcours commence à circuler comme un exemple concret, non idéalisé, d'accès à une filière scientifique et stratégique. Il ne s'agit pas encore d'un afflux massif de vocations, mais d'un élargissement du champ des possibles. Certaines carrières cessent d'être perçues comme hors de portée par principe. Ce double impact, interne et sociétal, reste précoce et fragile. Il dépend moins des discours que de la répétition silencieuse des faits. Une mission réussie, un entraînement validé, un collègue convaincu. À ce stade, le changement ne s'affiche pas encore comme une politique, mais comme une normalisation en cours, lente et conditionnelle. Le déclencheur n'est pas un discours officiel ni une annonce spectaculaire. Il se situe plutôt au moment où une jeune recrue décide d'entrer dans un parcours scolaire et militaire réputé inaccessible. L'intégration au Prytanée militaire, puis l'obtention d'un baccalauréat scientifique, constitue la première rupture avec les trajectoires attendues. À ce stade, rien ne garantit une carrière aérienne, encore moins un accès au pilotage de chasse. Il s'agit surtout d'une mise en conformité avec des exigences élevées dans un environnement où l'excellence conditionne toute progression. Le second déclencheur intervient avec l'obtention d'une bourse de formation aéronautique à l'étranger. Quitter le Burkina Faso pour plusieurs années, apprendre dans une autre langue, s'adapter à des méthodes d'entraînement intensives et à une discipline stricte représente une accélération brutale. Les journées s'enchaînent entre théorie, simulateur, entraînement physique et évaluation continue. Chaque erreur est sanctionnée, chaque progrès doit être consolidé. C'est dans cette phase que la sélection réelle s'opère, loin des symboles et des attentes sociales. Le point culminant arrive en 2023, avec l'obtention du diplôme et le retour au pays. Ce moment coïncide avec une période de transition nationale où les forces armées occupent une place centrale dans la stabilité de l'État sous la direction d'Ibrahim Traoré. Le contexte donne une résonance particulière à cette réintégration. L'armée de l'air n'accueille pas seulement une pilote qualifiée, mais un profil formé selon des standards élevés, immédiatement mobilisable. L'affectation dans l'escadron de chasse transforme l'acquis académique en enjeu opérationnel. Le premier vol solo sur avion de chasse constitue le sommet symbolique de cette trajectoire. Tout y est codifié, ritualisé, observé. La préparation est minutieuse, la pression maximale. Lorsque l'appareil quitte la piste, il ne s'agit plus d'une promesse, mais d'une validation en conditions réelles. Les manœuvres s'enchaînent, les paramètres sont maîtrisés, l'atterrissage se fait sans incident. L'événement est sobrement reconnu, mais il marque une entrée officielle dans l'histoire militaire du pays. Les répliques se déploient ensuite à plusieurs niveaux. Dans l'institution, la réussite ne provoque ni réforme immédiate ni communication excessive, mais elle réduit l'espace du doute. Dans la société, l'information circule rapidement, portée par les médias et les réseaux, transformant un fait militaire en référence culturelle. Sous la transition d'Ibrahim Traoré, ce type de récit s'inscrit dans un climat où chaque signe de capacité et de compétence nationale est scruté avec attention. Ces répliques ne sont ni linéaires ni garanties. Elles dépendent de la continuité des performances, de l'absence d'incidents majeurs et de la capacité de l'institution à traiter ce cas comme une norme émergente plutôt que comme une exception isolée. Le cycle déclencheur, culminant et réplique n'est donc pas clos. Il ouvre une séquence dont les effets restent conditionnels et évolutifs. Le point de départ est simple mais contraignant. Pendant des décennies, l'aviation militaire burkinabé est restée numériquement réduite avec un nombre limité de pilotes opérationnels et un accès extrêmement sélectif aux fonctions de combat. La formation de pilotes de chasse reposait sur des partenariats extérieurs rares, coûteux et réservés à un petit noyau de profils jugés prioritaires. Dans ce cadre, la proportion de femmes était pratiquement nulle, non par interdiction formelle, mais par accumulation de filtres scolaires, culturels et institutionnels. Le premier changement mesurable concerne la durée et l'intensité de la formation. Le parcours suivi s'étale sur environ 4 années continues, combinant enseignement théorique, simulation avancée et entraînement physique quotidien. Cette durée n'est pas symbolique. Elle correspond aux standards internationaux de formation des pilotes militaires, où l'élimination progressive réduit fortement le nombre de candidats capables d'aller au terme du processus. Le passage de la formation à la certification opérationnelle
constitue donc un indicateur clair de compétences validées et non un aménagement exceptionnel. Le second indicateur porte sur le moment du retour et de l'affectation. En 2023, l'intégration dans un escadron de chasse opérationnel intervient sans période de mise à l'écart prolongée. La transition est rapide entre statut de diplômé et statut de pilote en unité. Cela traduit une contrainte de besoin. Les forces armées, engagées sur plusieurs fronts sécuritaires, ne peuvent se permettre de neutraliser un profil qualifié pour des raisons extra-opérationnelles. Sous la transition conduite par Ibrahim Traoré, cette logique d'utilité immédiate tend à primer sur les considérations symboliques. Le troisième élément mesurable concerne l'exposition médiatique indirecte. Le fait que l'événement se diffuse rapidement dans les écoles, les casernes et les médias indique une amplification sociale non orchestrée. Ce type de diffusion est rarement durable lorsqu'il repose sur un simple coup de communication. Il se maintient lorsqu'il s'appuie sur un fait vérifiable et facilement compréhensible. Une femme a suivi exactement le même parcours sur la même durée avec les mêmes contraintes et a obtenu les mêmes validations qu'un pilote masculin. La variation apparaît alors dans les usages. Dans les établissements de formation, le nom de la pilote commence à être cité comme référence concrète pour encourager l'orientation vers les filières scientifiques. Dans les unités, la discussion glisse du registre de l'exception vers celui de la reproductibilité éventuelle. Le système ne change pas encore d'échelle, mais il ajuste ses représentations internes. Ces chiffres et durées ne disent pas tout, mais ils permettent une lecture prudente. Le passage de 0 cas, visible à un cas pleinement opérationnel, ne transforme pas instantanément une institution. Il modifie cependant le seuil psychologique d'accès. La question quantitative centrale devient alors celle de la répétition. Ce parcours restera-t-il isolé ou ouvrira-t-il la voie à d'autres profils comparables dans un contexte où les besoins sécuritaires du pays, sous Ibrahim Traoré, continuent de peser sur les choix de ressources humaines? L'argument le plus fréquent contre ce type de parcours repose sur une logique opérationnelle stricte. Selon cette lecture, l'aviation de chasse est un domaine où la tolérance à l'erreur est nulle, où la charge physique et mentale est extrême et où toute variable supplémentaire est perçue comme un risque. Dans cette perspective, l'introduction de profils atypiques ne serait pas un progrès, mais une prise de pari inutile dans un contexte sécuritaire déjà dégradé. Les défenseurs de cette position insistent sur la nécessité de maintenir des critères homogènes, sans pression symbolique ni agenda social implicite. Un second argument, plus institutionnel, souligne le danger de l'exception. Faire d'un cas unique un emblème pourrait créer des attentes irréalistes, tant au sein de l'armée que dans la société. Si la trajectoire n'est pas rapidement reproductible, elle risque d'alimenter une frustration ou un sentiment d'instrumentalisation. Dans cette optique, la mise en avant médiatique serait prématurée, voire contre-productive, car elle exposerait excessivement une professionnelle encore en phase de consolidation opérationnelle. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux. Pourtant, les éléments factuels permettent de les nuancer. Le premier point clé est que le parcours suivi n'a comporté aucun allègement des exigences. La durée de formation, les évaluations, les vols en conditions réelles et l'affectation en escadron actif correspondent aux standards appliqués à tous les pilotes. Il ne s'agit donc pas d'une intégration dérogatoire, mais d'une validation complète. L'argument du risque additionnel perd alors de sa force, car le filtre de sélection reste identique. Concernant le danger de l'exception, le contrepoint est plus subtil. La médiatisation n'a pas précédé la compétence, elle l'a suivie. Le récit ne repose pas sur une promesse, mais sur un fait accompli, vérifiable et circonscrit. La question n'est pas de savoir si ce modèle doit être généralisé rapidement, mais s'il peut exister sans perturber l'équilibre opérationnel. À ce stade, rien n'indique un effet négatif mesurable sur l'unité ou sur la chaîne de commandement. En réalité, le débat révèle une tension classique entre prudence institutionnelle et adaptation progressive. L'exemple observé ne tranche pas définitivement cette tension, mais il montre qu'un système peut absorber une variation sans se fragiliser. La solidité d'une institution se mesure aussi à sa capacité à intégrer des cas nouveaux sans perdre ses repères fondamentaux. Le véritable tournant ne réside pas dans le premier vol solo
ni dans l'écho médiatique qui a suivi, mais dans la manière dont l'institution a absorbé cet événement sans rupture visible. Aucun discours doctrinal nouveau, aucune directive officielle, aucune mise en scène politique. Le changement s'opère par continuité, presque par effacement du caractère exceptionnel. C'est précisément ce silence organisationnel qui constitue la révélation centrale. Dans un contexte où chaque geste militaire est scruté, notamment depuis l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré, l'absence de réaction spectaculaire devient un indicateur en soi. Elle suggère que l'événement a été traité comme une donnée opérationnelle normale, intégrée dans un flux existant plutôt que détachée comme une anomalie. La pilote n'est pas repositionnée comme figure de communication, mais maintenue dans une logique de performance et de répétition des missions. Ce glissement modifie la lecture initiale. Ce qui semblait être un acte isolé prend la forme d'un test silencieux de robustesse institutionnelle. La question n'est plus de savoir si une femme peut piloter un avion de chasse, mais si le système est capable de fonctionner sans redéfinir ses règles à chaque cas inédit. Jusqu'ici, la réponse est pragmatique. Les règles tiennent, les procédures aussi. Ce point médian révèle donc moins une victoire individuelle qu'un seuil franchi. Le symbole perd de son éclat immédiat, mais gagne en durabilité. C'est souvent à ce moment précis que les transformations cessent d'être visibles pour devenir structurelles, à condition que la continuité soit maintenue. Les conséquences réelles de cet événement se lisent différemment selon les acteurs concernés, et c'est cette pluralité d'effets qui permet d'en mesurer la portée au-delà du symbole initial. Pour l'État burkinabé, d'abord, l'enjeu est celui de la crédibilité. Dans une phase de transition où l'autorité publique cherche à démontrer sa capacité à structurer, former et projeter des compétences nationales, chaque réussite opérationnelle compte. Sous Ibrahim Traoré, l'accent mis sur la souveraineté sécuritaire rend visible toute preuve de montée en compétences internes, l'intégration effective d'une pilote formée selon des standards élevés renforce le récit d'un appareil militaire qui apprend, s'adapte et capitalise sur ses investissements humains. Du côté de l'institution militaire, l'effet est plus technique, mais tout aussi décisif. L'aviation de chasse fonctionne sur la confiance collective, la prévisibilité des comportements et la répétition des procédures. L'entrée durable d'une femme dans ce cercle n'impose pas de changement doctrinal immédiat, mais elle agit comme un test grandeur nature. Si les performances sont constantes, la variable du genre cesse progressivement d'être pertinente. À moyen terme, cela peut élargir le vivier de recrutement sans modifier les seuils d'exigence, un point crucial dans un contexte où les besoins opérationnels augmentent plus vite que les effectifs disponibles. Pour la population, l'impact est d'une autre nature. Il se situe au niveau des représentations. Dans les familles, les établissements scolaires et les espaces de discussion informels, certaines trajectoires professionnelles cessent d'être perçues comme inaccessibles par principe. L'effet n'est pas immédiat ni massif, mais cumulatif. Une référence concrète remplace une abstraction. Cela influence les choix d'orientation, notamment vers les filières scientifiques et techniques, sans passer par un discours incitatif direct de l'État. À l'échelle régionale, enfin, le signal est discret mais lisible. Dans un Sahel marqué par des recompositions militaires rapides, chaque pays observe les autres, compare leurs capacités et leurs trajectoires. Le Burkina Faso, souvent perçu à travers le prisme de l'instabilité, projette ici une image différente, celle d'une institution capable de produire des profils spécialisés, y compris dans des segments traditionnellement fermés. Ce type de signal contribue à redéfinir la perception externe, même s'il reste secondaire face aux enjeux sécuritaires globaux. Ces 4 niveaux d'impact ne s'additionnent pas mécaniquement, ils interagissent. Une reconnaissance institutionnelle nourrit la confiance interne, qui alimente à son tour la perception sociale. Sous la transition conduite par Ibrahim Traoré, cette chaîne reste fragile, dépendante de la continuité des performances et de l'absence d'incidents majeurs. Mais elle existe, et c'est précisément cette existence encore partielle qui distingue un symbole passager d'un effet structurel en formation. À court et moyen terme, l'évolution de cette dynamique peut être envisagée selon 3 scénarios distincts sans leur attribuer de probabilité,
mais en identifiant leurs mécanismes possibles. Le premier scénario, dit de base, repose sur la continuité prudente. La pilote poursuit ses missions, valide progressivement son expérience opérationnelle et s'inscrit durablement dans le fonctionnement normal de l'escadron. Aucun élargissement immédiat n'est annoncé, mais le précédent existe. Dans ce cadre, l'institution observe, documente et ajuste à la marge, sans communication excessive. Le symbole s'estompe, mais la normalisation progresse lentement, portée par la répétition des faits. Le scénario optimiste suppose un effet d'entraînement maîtrisé. Sans changer les critères de sélection, l'armée de l'air voit émerger un nombre limité de candidatures féminines supplémentaires dans les filières scientifiques et militaires. Certaines franchissent les premiers filtres, d'autres non, mais le simple fait que ces candidatures existent modifie l'équation initiale. À moyen terme, cela permettrait d'élargir le vivier de compétences, un avantage stratégique dans un contexte sécuritaire exigeant. Sous la transition conduite par Ibrahim Traoré, ce scénario renforcerait le discours d'une montée en capacité fondée sur la compétence et l'investissement humain plutôt que sur l'affichage. Le scénario le plus défavorable repose sur une rupture. Un incident opérationnel, une surexposition médiatique mal maîtrisée ou une instrumentalisation politique excessive pourrait fragiliser l'équilibre actuel. Dans ce cas, l'événement initial serait relu à travers le prisme de l'échec, non comme un cas individuel, mais comme une preuve supposée des limites de l'ouverture. Ce type de retournement est classique dans des institutions sous tension, où l'exception supporte une charge symbolique disproportionnée. Le risque principal serait alors un repli silencieux, sans annonce formelle, mais avec un durcissement implicite des filtres. Ces trois scénarios partagent un point commun. Ils ne dépendent pas uniquement de la pilote elle-même. Ils sont conditionnés par la capacité de l'institution à maintenir ses standards, à gérer la narration autour des faits et à résister aux lectures simplificatrices. La clé n'est pas de célébrer ou de freiner, mais d'observer et d'évaluer avec rigueur. La recommandation de fond est donc cognitive avant d'être politique. Il s'agit d'éviter les conclusions hâtives, positives comme négatives, et de lire cette trajectoire comme un indicateur parmi d'autres de l'adaptation progressive des forces armées. À ce stade, la question pertinente n'est pas ce qui devrait arriver, mais ce que le système est capable d'absorber sans se déformer. À ce stade du récit, l'enjeu cesse d'être strictement institutionnel pour devenir plus proche de l'expérience du spectateur. Derrière la trajectoire militaire, il existe des implications concrètes pour différents profils sociaux, souvent éloignés des cercles décisionnels. Pour les jeunes en formation, notamment dans les filières scientifiques, cette histoire agit comme un repère tangible. Elle montre que certaines voies réputées abstraites ou inaccessibles reposent avant tout sur des choix scolaires, une discipline durable et une exposition à des standards élevés. Le message implicite n'est pas la garantie du succès, mais la clarification du chemin. Pour les familles, l'impact est plus discret, mais tout aussi réel. Les représentations professionnelles transmises jouent un rôle déterminant dans les orientations. Voir une carrière militaire technique exercée par une femme burkinabé contribue à déplacer certaines frontières mentales. Cela ne transforme pas immédiatement les décisions, mais élargit le champ des discussions possibles. Une option supplémentaire entre dans le paysage sans obligation ni injonction. Pour les professionnels déjà engagés dans l'armée ou dans des secteurs techniques, le récit renvoie à une autre question, celle de la valeur accordée à la compétence observable. Dans des environnements où la pression est forte et les ressources limitées, la reconnaissance passe par la performance mesurée plus que par le statut. L'exemple analysé rappelle que la crédibilité se construit dans la durée, par l'accumulation de validations concrètes plutôt que par l'affichage. Enfin, pour les observateurs extérieurs, y compris au niveau régional, cette trajectoire offre un point de comparaison. Elle invite à regarder le Burkina Faso autrement que par le prisme exclusif de la crise. Sous la transition d'Ibrahim Traoré, certains signaux témoignent d'une volonté de structuration et de professionnalisation, même dans des marges peu visibles. Ce regard nuancé ne nie pas les difficultés,
mais il évite de réduire la réalité à un seul registre. Le lien avec le spectateur se construit ainsi par identification partielle. Chacun peut y projeter une question personnelle. Orientation, engagement, transmission ou exigence professionnelle. C'est cette capacité à susciter une réflexion individuelle, au-delà du cas militaire, qui donne au récit sa portée durable. Si cette trajectoire doit produire des effets durables, elle suppose une feuille de route implicite, fondée moins sur des annonces que sur des enchaînements cohérents d'actions. La première étape concerne la stabilisation opérationnelle. La priorité reste la continuité des missions, l'accumulation d'heures de vol et la validation progressive de l'expérience en unité. Sans cette base, toute projection perdrait sa crédibilité. Dans une institution militaire, la reconnaissance passe d'abord par la répétition maîtrisée, non par l'événement initial. La deuxième étape touche à la transmission interne. Sans formaliser de politique spécifique, l'institution peut documenter le parcours, non pour le mettre en vitrine, mais pour en extraire des enseignements pratiques. Quels prérequis scolaires ont été décisifs? Quels points de rupture ont constitué des filtres réels? Quels soutiens ont permis de tenir sur la durée? Ce travail discret permettrait de transformer un cas singulier en référence opérationnelle utilisable sans discours idéologique. La troisième étape concerne l'amont du système. L'accès aux filières scientifiques et militaires repose sur des choix précoces. Sans intervention directe, la simple circulation d'informations fiables peut jouer un rôle. Dans les établissements de formation, clarifier les exigences, les durées et les niveaux attendus réduit l'écart entre fantasme et réalité. Cette transparence est souvent plus efficace qu'une incitation symbolique. Une quatrième condition relève de la gouvernance. Sous la transition conduite par Ibrahim Traoré, la tentation peut exister de capitaliser politiquement sur certains symboles positifs. La consolidation passe au contraire par une retenue stratégique. Laisser les faits parler, éviter la surinterprétation et maintenir les mêmes critères pour tous protège à la fois l'individu et l'institution. Enfin, la mesure du succès doit rester sobre. Il ne s'agit pas de compter rapidement de nouveaux cas, mais d'observer la capacité du système à reproduire, même lentement, des trajectoires comparables sans tension interne. La feuille de route n'est donc ni un plan affiché, ni un calendrier public. C'est une suite de conditions silencieuses, dont la cohérence déterminera si ce seuil franchi se transforme en chemin praticable. Le motif qui revient, à distance du bruit médiatique, est celui de la normalité conquise. Ce n'est plus l'image d'un exploit isolé qui domine, mais celle d'un quotidien exigeant, rythmé par les briefings, les entraînements et la rigueur des procédures. La pilote n'incarne plus une exception spectaculaire, elle devient une professionnelle parmi d'autres, reconnue pour sa fiabilité et sa constance. C'est précisément dans cette banalisation progressive que réside la portée émotionnelle du récit. Le rappel du premier regard vers le ciel, de l'enfance curieuse aux commandes d'un avion de chasse, ne sert pas à romantiser le parcours. Il souligne la distance parcourue entre un désir individuel et une validation institutionnelle. Cette distance n'a pas été franchie par la revendication, mais par l'accumulation de preuves. Dans un contexte national souvent marqué par l'urgence et la tension, cette lenteur méthodique contraste avec les ruptures brutales habituelles. Sous la transition conduite par Ibrahim Traoré, ce type de trajectoire agit comme un signal discret. Elle suggère que certaines transformations ne se décrètent pas, mais se construisent à bas bruit par la cohérence entre discours, besoins et pratiques. Rien n'indique que ce chemin sera simple ou linéaire, mais il existe désormais comme référence concrète. La phrase qui s'impose alors est sobre, presque froide. La compétence finit par créer sa place. C'est une conclusion sans emphase, mais durable, qui relie l'histoire individuelle à une mutation plus large, encore inachevée. La dernière lecture de cette histoire ne se situe ni dans la célébration, ni dans la critique. Elle se trouve dans l'espace intermédiaire où les sociétés observent, comparent et ajustent leurs attentes. Ce parcours n'impose pas un modèle universel, il propose un repère. Il montre comment une institution, sous contrainte sécuritaire forte, peut intégrer un fait nouveau sans se renier, en laissant le temps et la performance jouer leur rôle. À l'échelle sociale, l'enjeu dépasse largement l'aviation militaire. Il touche à la manière dont les trajectoires individuelles sont perçues, encouragées ou découragées.
Lorsque certaines portes cessent d'être implicitement fermées, même sans politique affichée, le paysage des possibles se recompose lentement. Ce mouvement est rarement spectaculaire, mais ses effets s'accumulent sur plusieurs générations. Sous la transition conduite par Ibrahim Traoré, le Burkina Faso se trouve dans une phase où chaque signal de compétence nationale est scruté avec attention. Certains resteront anecdotiques, d'autres deviendront structurants. La différence se fera dans la durée, la répétition et la capacité à résister aux lectures simplistes. La question laissée aux spectateurs est volontairement ouverte. Faut-il voir dans cette trajectoire une exception admirable ou un seuil déjà franchi? La réponse ne dépend pas d'un discours, mais de ce qui suivra discrètement dans les années à venir.